On va avoir tendance un peu à stigmatiser, à penser que c'est toujours l'autre. Et du coup, avec ces parcours de vie, on voit bien que les personnes, elles ont choisi jamais en fait d'être dans l'addiction, que c'est des circonstances aussi qui font. Mais au bout d'un moment, il y a ces centres dans lesquels elles peuvent venir et se faire accompagner et retrouver de l'humain, de l'estime de soi. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Comme chaque année depuis 3 ans, Contradiction participe au Podcaston, un événement caritatif pendant lequel des centaines d'animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. Cette année, j'ai décidé de mettre en valeur l'association Addiction France. Présente depuis plus de 150 ans, l'association Addiction France agit sur tous les fronts. Alignée sur les stratégies nationales de santé et de lutte contre les addictions, elle intervient sur toutes les conduites addictives, avec ou sans substance, alcool, tabac, cannabis, médicaments ou jeux. Ces actions s'adaptent aux publics vulnérables, jeunes, précarité, milieu carcéral et aux différents lieux de vie. Fondée sur la réduction des risques et des dommages, son approche repose sur des valeurs humanistes. Respect, non-jugement, autonomie et inclusion. Objectif : renforcer les compétences individuelles, prévenir les usages à risque et limiter les dommages liés aux addictions. Ces interventions, menées par des professionnels, garantissent une efficacité et une éthique rigoureuse. Pour en parler, Myriam Savy, directrice de la communication et du plaidoyer d'Addiction France, son rôle, faire entendre la voix des personnes concernées, bousculer les idées reçues et pousser les décideurs à agir. Avec nous aussi un acteur de terrain qui connaît la réalité des addictions au plus près, Pierre-Olivier Leclanche, chef de service au Centre d'addictologie de Paris. Il accompagne au quotidien celles et ceux qui font face à une dépendance et voit de l'intérieur les réussites et les limites du système actuel. Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. On ne reçoit jamais, très rarement les gens par deux. Donc on va un peu alterner les questions, mais en tout cas on commence tout le temps par la définition de notre invité de l'addiction, qui est vraiment la sienne, celle qui lui semble le plus judicieuse, la plus réaliste. Je commence. Donc l'addiction, pour moi, a des imbrications neurobiologiques, psychologiques, sociales, économiques. Et c'est un peu pour cette raison que c'est une maladie un peu particulière dans le champ de la santé et qui est pas si facile à soigner. Très bien, parfait. Ça, on sent le terrain. Myriam ? Moi, je dirais, pour le faire comprendre au plus grand nombre, que l'addiction, c'est un comportement répété. On sait que ça nous fait du mal et pourtant on n'arrive pas à s'arrêter. Et donc, c'est ça qui est la difficulté et la complexité dans cette maladie. Parce que la plupart des personnes qui ont des addictions souhaitent pouvoir s'en sortir. Et pourtant, c'est pas toujours évident et ça prend du temps. Voilà, vouloir n'est pas pouvoir. C'est vraiment ce moment-là où on comprend que même quand l'on veut, on ne peut pas. Alors, quand on pousse la porte d'un centre d'addictologie, c'est-à-dire vos centres, vos XAPA, il y en a combien ? J'ai vu, il y en a des centaines. Alors nous, à Addiction France, on gère une centaine d'établissements. Ouais. On a des XAPA et puis on a également des CARUD, qui sont des lieux d'accueil pour les usagers de drogue, avec un travail qui est un petit peu différent. Au XAPA, les personnes sont vraiment dans une démarche de soins, pas forcément de sevrage. En tout cas, les personnes viennent parce qu'elles ont pris conscience qu'elles ont un problème et elles souhaitent pouvoir se faire accompagner pour pouvoir retrouver soit la maîtrise de leur consommation, soit complètement arrêter. Mais l'abstinence n'est pas l'unique horizon pour ces personnes. Et dans les CARUD, donc c'est des acronymes un peu barbares, là on est plus vraiment sur de l'accueil, les personnes qui viennent récupérer du matériel de réduction des risques. Et c'est un premier pas vers le soin, mais l'objectif n'est pas le soin, en première intention. C'est-à-dire que c'est là aussi où on va trouver des salles de shoot ou des trucs comme ça. C'est aussi dans les CARUD. Il peut y avoir chez certains acteurs ce qu'on appelle la consommation supervisée, c'est-à-dire de pouvoir individuellement accompagner des personnes dans leur pratique pour réduire les risques au maximum. Après, on n'est pas sur une salle de consommation à moindre risque comme il peut en exister ici à Paris et à Strasbourg. À Fernand Vidal. Non, c'est pas Fernand Vidal, c'est Gaïa, l'association Gaïa. Ah, oui, okay. Avec Larry Boisière. Oh, Larry Boisière, c'est... Si je ne me trompe pas, il faudra vérifier. On en a parlé avec Franck Kestel.
Très bien, oui, c'est vrai, de toute façon, cette expression salle de shoot, je la regrette déjà au moment où elle est sortie de ma bouche. Ça fait peur à tout le monde, ça sert à rien de dire cette expression. Non, ça fait peur, et en fait, c'est justement dit par ceux qui n'en veulent pas, que c'est une salle de shoot, alors qu'en fait, c'est une salle de consommation à moindre risque, c'est-à-dire que les personnes, elles peuvent venir et être en sécurité pour pouvoir consommer leurs produits dans des conditions sanitaires et d'hygiène. Et là aussi, c'est un premier pas vers le soin, puisqu'en fait, c'est des personnes qui vont pouvoir être en contact avec des travailleurs sociaux, avec des infirmières, et pouvoir déjà prendre moins de risques dans la consommation de leurs produits. D'accord, je le dirai plus. Quel est le profil de vos patients ? Est-ce que ce sont des gens qu'on a poussés à venir ? C'est des gens qui ont entendu parler ? Des gens qui sont au bout du rouleau ou qui justement se posent des questions ? C'est quoi le plus grand nombre ? Il y a tout type de demandes. Parfois, ça vient de la personne elle-même après un cheminement qui a pu durer plusieurs mois, plusieurs années, voire plus. Parfois, il y a une alerte, entre guillemets, de l'entourage qui s'inquiète pour un proche et qui accompagne, on va dire, pousse un petit peu la personne à aller vers le soin parce que l'entourage se sent démuni. Voilà, il y a vraiment tout type de demandes. Parfois, c'est des orientations aussi du milieu médical, le médecin traitant qui a constaté parfois une problématique autour de ça et qui encourage la personne à aller consulter chez nous. Il y a vraiment tout type de situation. Et le parcours type d'une personne qui vient pour la première fois, il va se passer quoi en fait ? Donc selon si elle va dans un XAPA ou un CARUD, déjà c'est pas la même chose. XAPA, je vois que les gens connaissent pas, et j'ai tellement entendu parler de XAPA dans les centres, dans les groupes de parole. Beaucoup de gens sont suivis, puis il y a les appartements thérapeutiques aussi. Il y a énormément de choses mises en place, et c'est dommage que les personnes qui souffrent d'addiction ne le sachent pas, quoi. Comment faire ? Effectivement, on a un problème aujourd'hui sur le fait qu'il y a une méconnaissance des différentes structures en addictologie. Pour le grand public, l'image qu'on se fait de l'accompagnement en addicto, c'est les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes. Et donc, évidemment, ces groupes existent, ils sont importants, ils permettent d'avoir un support, mais il y a également des professionnels, et souvent, en fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire que vous allez avoir un accompagnement dans une structure comme un XAPA. On est sur de l'ambulatoire, donc les gens viennent à des consultations, à des rendez-vous, à des groupes collectifs, mais on n'est pas sur quelque chose qui est permanent. Et entre les consultations, vous allez avoir le soutien de groupes d'entraide qui peuvent être les alcooliques anonymes ou plein d'autres structures qui existent de ce type. Et donc, faire connaître le travail des XAPA, c'est très important parce qu'en fait, on maille le territoire. Donc, en fait, on est présent partout et pourtant, tout le monde ne sait pas qu'on existe. Et même les professionnels de santé, même des médecins, ne savent pas toujours comment aborder ces questions et ne savent pas toujours vers qui orienter. Et donc, c'est important aussi de se dire qu'en addicto, c'est pas soit les alcooliques anonymes, soit la cure, avec comme objectif forcément l'abstinence, mais qu'il y a aussi des structures qui permettent d'accompagner de manière, on va dire, moins assidue, mais qui permettent aussi complémentaire, et c'est aussi d'accompagner des gens qui sont peut-être pas à un niveau ou un degré d'addiction si fort qu'ils ont forcément besoin d'aller en cure. Ou alors qu'ils pensent aussi ne pas avoir un degré d'addiction si fort, parce que ça peut faire peur d'aller... Moi, quand je conseille aux gens d'aller aux alcooliques anonymes, ils me disent « mais enfin non, j'en suis pas là ». Voilà. Alors qu'en XAPA, on peut aussi accompagner des personnes qui se posent des questions sur leur consommation, qui se disent que peut-être elles abusent un peu, et donc ça permet de faire le point. Et en fait, parfois, pour certaines personnes, 2, 3, 4 consultations, ça suffit pour que la personne, elle retrouve des repères et qu'elle puisse reprendre la maîtrise de sa consommation sans qu'on tombe directement dans l'addiction ou qu'on attende de tomber dans l'addiction. Juste pour me rappeler l'acronyme de XAPA, ça veut dire ? Centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ok, donc le XAPA, il y en a partout en plus, c'est extraordinaire. Il y en a... C'est comme les CMP, par exemple, c'est ça, CMP, c'est les centres médico-psychologiques. J'y ai eu accès et ça a été extraordinaire parce que des fois on ne sait pas si on doit aller voir un psychologue ou un psychiatre, et au moins on essaye, on voit un peu si on a besoin de médicaments ou si on a juste besoin d'un suivi psychologique, c'est hyper intéressant aussi. Donc le parcours d'une personne qui vient ? Écoutez, souvent il y a une première demande et puis au regard d'un premier entretien où on évalue un petit peu la situation de la personne, où elle en est sur un point de vue médical, psychologique, social. Il y a un bilan médical ? Oui, il y a un bilan médical souvent, régulièrement.
Et au regard de la situation de là où elle en est de ses consommations, on va réfléchir à l'accompagnement le plus adapté pour répondre à ses besoins. Donc, ça peut être simplement un seul professionnel qui l'accompagne, un médecin ou un psychologue, ou alors il y a tout un écosystème qui se met en place autour de la personne pour répondre à des difficultés qu'elle rencontre. Donc, souvent, effectivement, on a bien sûr des médecins, des psychologues, parfois des infirmiers, des travailleurs sociaux. Il y a aussi des hypnothérapeutes, des sophrologues. Ça peut arriver également. J'ai vu des gens qui ont arrêté de fumer avec l'auriculothérapie en XAPA. Oui. C'est génial. On a sur notre XAPA à Paris aussi une approche de psychomotricien, donc des 2 psychomotriciennes qui travaillent dans notre XAPA pour travailler le rapport au corps aussi, puisque dans l'addiction, il peut aussi y avoir ces dimensions-là. Ouais, c'est pas il peut aussi, je pense qu'il y a. Je pense qu'il y a une déconnexion avec le corps assez flagrante en général, parce que dès qu'on se met à reconnecter les gens à leur souffle ou à leur corps, il se passe quelque chose en général. Myriam, on va parler quand même du manque de moyens aussi, de la prise en charge des addictions. Là, aujourd'hui, concrètement, quels sont les besoins urgents pour soigner, pour guérir, pour prendre en charge ces personnes ? En addicto, la difficulté majeure que l'on rencontre, c'est qu'en fait, on a des files d'attente. C'est-à-dire que même si on n'est pas assez connu, quand même, les gens qui finissent par nous trouver, n'ont pas un rendez-vous tout de suite. Or, on sait que faire un premier pas, prendre son téléphone pour appeler, c'est déjà très difficile. Et quand vous avez la personne qui appelle et on lui dit on va vous donner un rendez-vous dans 3 semaines, la personne, elle arrive, c'est pour tout de suite maintenant, c'est pas pour dans 3 semaines. Et ça, c'est des situations qui sont liées au fait qu'on n'a pas suffisamment de moyens, et dans les moyens qui nous manquent, c'est aussi les professionnels, puisque on doit recruter. Et aujourd'hui, on est sur des métiers qui ne sont pas suffisamment attractifs, qui ne sont pas forcément très bien payés. Donc, on a beaucoup de mal, en fait, à recruter. Et le fait d'avoir des postes vacants ne nous permet pas d'accueillir autant de monde. Donc, ça, c'est vraiment un sujet très important. Et puis, après, il y a toute la question de l'environnement dans lequel on évolue. L'environnement qui peut inciter à l'addiction. Et en fait, si on veut aussi réduire le nombre de personnes qui sont en difficulté avec des consommations, c'est comment aussi on réduit l'incitation à consommer des produits. Et donc ça, c'est tout un travail que nous menons à Addiction France sur la question de la publicité, la question du prix, la question de l'accessibilité, et puis plus largement la question du regard qu'on porte sur les personnes pour éviter d'être dans une approche uniquement idéologique, alors que, on voit que sur différents produits, on va avoir des drogues légales qui vont être extrêmement valorisées comme l'alcool, et puis des drogues qui vont être complètement diabolisées comme le cannabis, qui est un produit illégal. Et donc ça aussi, c'est notre rôle de pouvoir faire avancer ces questions pour dire il faut mettre en avant des données scientifiques et avoir une politique qui soit cohérente avec ce que dit la science. Vous travaillez sur la légalisation du cannabis ou pas du tout ? Oui. À Addiction France, on est pour la légalisation du cannabis. C'est une position qu'a prise notre association il y a plusieurs années à l'issue d'un débat interne, parce que c'est pas forcément évident qu'une association de santé elle soit pour la légalisation du cannabis. Au vu en tout cas de ce qui est légal, ça fait sens. Exactement. En fait, on part de la comparaison des produits, alcool, tabac, cannabis, et en fait, on voit que en termes médicaments aussi, parce les que médicaments aussi, et puis voilà. Et en fait, en termes de dangerosité des substances, en fait, le cannabis n'est pas plus dangereux que l'alcool ou le tabac, voire il peut être un peu moins dangereux que ces produits. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un produit qui est illégal, du coup tabou. Et donc, quand il va être consommé dans certaines familles, on va pas en parler, les enfants vont pas en parler. Ou alors, ça va être le drame si jamais les parents apprennent que les enfants consomment du cannabis. Alors que lorsque l'enfant consomme de l'alcool, on se dit, après tout, c'est normal, il fait... faut passer par là. Voilà. Donc ça, c'est un sujet important pour Addiction France, avec vraiment cette... Dans la légalisation qu'on prône, on est sur une légalisation très encadrée pour dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas créer un nouveau lobby du cannabis, mais il faut pouvoir parler du produit de manière simple, pouvoir contrôler la qualité des produits et puis après avoir un contrôle, une interdiction de vente aux mineurs, une interdiction de la publicité, mais en tout cas sortir de cette idée préconçue que le cannabis c'est le mal absolu et que finalement l'alcool c'est plutôt un produit qu'on peut consommer, c'est pas très grave. En comparaison, c'est clair. Mais disons qu'on a vu des gens perdre tout contrôle de leur vie avec le cannabis aussi, il faut le savoir. Sans le diaboliser, il faut aussi savoir que ça peut être une drogue dure pour certains. Tout à fait. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la loi, elle n'a pas protégé ces personnes. Exactement. C'est-à-dire que normalement, l'objectif de la loi, c'est effectivement de protéger la population d'un produit. Et malgré cette loi de 70, on constate qu'en fait, les consommations, elles ont augmenté, même si
Ces derniers temps, il y a une légère amélioration dans la consommation des jeunes qui a été observée par l'OFDT. Mais malgré tout, on a une consommation qui est des plus grandes à l'échelle européenne. Donc du coup, on peut ne faire que le constat que la loi n'a pas protégé et finalement aussi elle peut éloigner du soin entre guillemets. Exactement. C'est-à-dire qu'on va venir stigmatiser des consommateurs et de façon un peu plus psychologique, ça va les éloigner du soin, en fait. La culpabilité, le fait que c'est interdit, donc peut-être aussi interdit d'en parler, le montrer à la société en allant ouvrir une porte d'un centre de soins, c'est pas forcément évident. Donc tout ça doit nous poser des questions sur une évolution de la loi, effectivement. Donc les addictions sont une question de santé publique, mais donc on parle des lobbies, donc alcool, tabac, jeux d'argent qui pèsent dans les décisions politiques. Comment ces influences freinent-elles une politique de prévention efficace? En tout cas, moi j'ai peur qu'aussi en légalisant le cannabis, ça devienne un truc commercial et que c'est reparti. Moi, quand je vois le gouvernement qui empêche le Dry January et qui le fait faire aux associations, en fait, grâce à vous, Addicted, il y a des assos qui se lancent là-dedans. Mais le gouvernement, tant qu'il sera là, Emmanuel Macron, il touche pas aux alcooliers, quoi. Non, alors c'est sûr que l'influence des lobbies de l'alcool, elle est extrêmement importante. Il y a différentes stratégies, ça fait des années, c'est pas nouveau. Même si c'est vrai que avec Emmanuel Macron, c'est quand même encore plus compliqué qu'avant, mais ça l'a toujours été. Est-ce que c'est parce qu'il a peur ou c'est parce que lui-même est un consommateur je veux pas dire qu'il est alcoolique, je veux dire, est-ce que pour lui, ça fait partie de la France de boire du vin et qu'on ne peut pas toucher à ça? Est-ce que c'est honnête, vous pensez, ou c'est de la peur? Alors, je pense qu'il faudrait lui poser la question. J'ai essayé de l'inviter, oui. Mais... Dans ce qu'on peut analyser, c'est effectivement, il y a déjà... En fait, quand on parle de l'alcool, déjà, on voit que il y a énormément de consommateurs d'alcool, que pratiquement 40 millions de personnes qui ont déjà bu de l'alcool. Donc déjà, forcément, on renvoie les personnes à leur propre consommation. Donc Emmanuel Macron, il boit de l'alcool, il aime bien le vin, il l'a dit à plusieurs reprises. Donc déjà, ça le renvoie à sa propre consommation. Après, au-delà de ça, sur la dimension politique, c'est qu'il veut faire... Et il l'a dit à plusieurs reprises, il veut faire du vin le produit d'exportation. Et aujourd'hui, c'est le deuxième produit le plus exporté en France. Et donc, il veut vraiment dire c'est l'excellence française et c'est le vin. Et les producteurs d'alcool lui rappellent systématiquement à chaque fois qu'il y a une initiative qui vise à parler des risques liés à la consommation d'alcool. Vous allez avoir tous les producteurs d'alcool, notamment les grands crus, parce qu'évidemment, c'est pas les vins industriels qu'on met en avant, alors que pourtant, c'est la majorité de la production en France. Et donc, ils vont dire, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas normal, on doit pas nous empêcher de produire. En plus, on a des difficultés économiques, il faut nous soutenir. Et donc, faut arrêter de vouloir diaboliser le vin. Or, nous, dans les propositions que nous portons, ça vise évidemment tous les alcools. Et on sait que la majeure partie des alcools qui sont produits en France, ce sont des alcools industriels, qu'il s'agisse du vin industriel bas de gamme, mais aussi des bières, des spiritueux. Mais en mettant toujours en avant les produits, on va dire, plus authentiques, le patrimoine, en disant que ça fait partie de la culture française, Emmanuel Macron a déjà écrit qu'en fait, lorsqu'on ne boit pas de vin, on n'est pas vraiment français. Donc, c'est quand même quelque chose de très grave et qui montre que, au fur et à mesure, on va avoir aussi de la part des institutions de santé une sorte d'autocensure en sachant très bien que, de toute façon, les campagnes sur l'alcool, ça ne va pas passer, donc il vaut mieux arrêter et puis peut-être attendre qu'on ait un prochain président de la République qui peut-être sera plus sensibilisé à la question des risques. Or, ce que l'on voit, c'est que les dommages sociaux liés à l'alcool, que le coût, ça coûte très cher pour les finances publiques et que contrairement à ce qu'on peut beaucoup entendre, l'alcool ne rapporte pas plus à l'État qu'il ne coûte. Ça coûte beaucoup plus cher entre le coût des soins, le coût des vies perdues. Les arrêts maladie, les soins des... Voilà, et donc quand on cherche aujourd'hui à faire des économies, si on arrivait à taxer un peu plus les alcools et notamment le vin qui est quasiment pas taxé, on arriverait à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. En fait, on a l'impression un petit peu qu'il nous laisse ça un peu comme un truc, vu que c'est vraiment pas une époque formidable. Il y a un côté récréatif de se dire on va pas en plus leur enlever ça ou leur faire peur. Mais bon, on nous fait peur sur tout le reste, donc c'est quand même bizarre. Est-ce que vous avez vu une évolution de la consommation, depuis justement cette association qui a, combien j'ai dit, 150 ans Quel est aujourd'hui, d'abord, le produit pour lequel vous activez le plus vos leviers, on va dire, j'ai l'impression que c'est l'alcool quand même, mais aussi quelle est la façon de consommer des jeunes, quelle est l'évolution en fait de la consommation aujourd'hui ?
On constate quand même là, les derniers chiffres effectivement de l'OFDT le montrent, une diminution de la consommation d'alcool, notamment chez les jeunes, et de cannabis. Donc, il commence à y avoir un discours de santé publique qui, quand même, malgré un manque de soutien de l'État, commence probablement à être entendu. Peut-être aussi que l'histoire de la population avec ces produits et les dommages qu'elle induit dans les familles fait que les familles sont peut-être plus, les parents sont peut-être plus vigilants sur la question de effectivement de faire goûter à son enfant de l'alcool quand il est ado, des choses qu'on faisait et qu'on continue partiellement parfois à faire, mais quand même peut-être une attention plus marquée sur le fait que la question des usages de substances psychoactives, c'est une question de santé et qu'il faut pouvoir la préserver. Donc ça, c'est un message plutôt positif qu'on peut voir à travers ces chiffres de baisse de consommation. Ouais. Pour autant, on sait aussi que les phénomènes, on va dire, économiques, sociaux, des crises sociales peuvent induire aussi des fragilités dans la population qui induisent du coup une reprise de consommation. Donc c'est un équilibre très fragile. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Des personnes sont vraiment retrouvées en situation très difficile avec des substances en lien avec tout ce qui s'est passé pendant cette crise. C'était mon cas. J'étais abstinente depuis 3 ans. Et le Covid a réactivé quelque chose, mais plus dans le sens où j'avais l'impression que je pouvais. Et puis on était enfermés. Et en fait, j'ai découvert, je le redis à chaque fois, mais j'ai découvert les groupes Zoom de Narcotiques Anonymes et ça m'a sauvée. Le 3 janvier 2021. Donc vraiment, à chaque fois j'en reparle, mais c'est chouette d'avoir ces groupes en Zoom aussi. Oui. Pour ceux qui, tu n'es pas obligé de mettre ta caméra, tu n'es pas obligé de parler. Pour commencer, ça peut être vraiment intéressant déjà de regarder ce qui s'y fait. En tout cas, il y avait énormément de gens qui rechutaient à ce moment-là. Donc les crises sanitaires, oui, évidemment. Enfin, ça, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété en fait. Pourquoi on consomme des produits ? Il y a une raison en fait. Il y a la dimension récréative, mais il y a aussi un mal-être parfois aussi. On parle aussi des traumatismes qu'on a pu subir dans l'enfance et qui vont rejaillir. Donc forcément, le fait d'être dans des situations où on n'est pas sûr de l'avenir, etc., c'est des choses qui vont impacter et qui vont conduire certaines personnes à... parce que par exemple, l'alcool, c'est un anxiolytique. Donc, fait, on va pouvoir en consommer parce que ça va calmer un peu des angoisses. Mais c'est un dépresseur à la longue aussi. Donc, c'est-à-dire que ça calme sur le moment et c'est un dépresseur sur la suite. Il y a beaucoup l'ennui aussi parce que les gens ne savaient pas trop quoi faire. En fait... il y a plein d'autres addictions qu'on ne va pas traiter ici, mais je veux dire, le travail en est une. Même addiction à l'angoisse, au stress, aux pensées, ça fait du bien, c'est de l'adrénaline. J'ai peur, quoi. J'ai peur tout le temps, alors j'ai peur, alors je bois. Et en fait, à ce moment-là, pendant le Covid, les gens ne pouvaient pas travailler et en fait, ils ne savaient plus quoi faire, quoi. Il y a aussi ça, ce truc-là qui est, en fait, on apaise avec le travail, avec beaucoup de choses à faire, des calendriers et des agendas qu'on remplit. Et dès qu'il y a un trou, c'est là qu'on va chercher la conso. Et puis, on avait aussi un autre phénomène, peut-être, Pierre-Olivier, tu peux en parler, sur le chemsex, avec le développement aussi du chemsex et les soirées à domicile. C'est vrai que c'est une problématique maintenant qui s'est étendue sur le plan national, mais qui est partie un petit peu des capitales européennes ou même mondiales, où du coup, ce moment de la crise sanitaire du Covid a généré effectivement une augmentation des pratiques de chemsex essentiellement dans la communauté gay, mais maintenant on le perçoit pas seulement. C'est une consommation de catinone de synthèse qui commence à s'étendre aussi à la population générale dans le milieu festif, etc. Aussi dangereux que d'autres produits, mais en tout cas qui a un potentiel addictif fort et qui induit que, effectivement, pendant le Covid, en fait, les gens ont été mis face au vide aussi. Et comment on remplit un vide de réseau social. On a été, un vide de travail, vous disiez. Les boîtes de nuit, c'est vrai que les clubs, les bars, ça, c'est pour les gens, ça a été le plus difficile. C'est-à-dire que j'ai l'impression que réouverture des cafés, c'est ce qu'on attendait tous, quoi. Par contre, on pouvait commander à l'apéro, on pouvait pas acheter un livre, mais on pouvait se faire livrer de la cocaïne. Non, mais c'est-à-dire, c'était fou ce Covid, en fait. Les gens ont carrément répercuté tout là-dessus. Ils attendaient l'heure de l'apéro, ils l'ont avancé de plus en plus tôt, quoi. Pour une partie de la population, effectivement. Le chemsex, en effet, ça s'est développé à ce moment-là parce que faire les soirées à domicile.
Ça préexistait bien sûr au Covid, mais effectivement, il y a eu une dimension un peu plus forte qui a résonné à ce moment-là, avec la possibilité effectivement d'inviter des gens chez soi et puis de faire la fête et de consommer des produits qui induisent aussi une envie de sexualité et qui exacerbent ses désirs et ses plaisirs autour de ça. Et puis je pense qu'aussi un autre phénomène, c'est le développement des livraisons à domicile. Et aujourd'hui, dans les phénomènes d'augmentation de la consommation de produits, c'est aussi lié à l'offre et à l'accès facilité aux produits. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans un point de deal pour pouvoir acheter ces produits. En fait, on se les fait livrer directement à domicile. On peut en commander Telegram, enfin tous ces réseaux protégés, là où je ne sais pas, moi je connais pas, on me dit Telegram ou... Oui, il y a des boucles, en fait, même sur TikTok, en fait, avec des stratégies... Des dealers qui montrent leur matos. Exactement, qui font des promotions. Ouais. Donc en fait, on a un accès facilité aux produits avec un prix qui Comment diminue. C'est possible en fait, ça, de pas pouvoir... À partir du moment où en fait on a tendance à penser que quand on fait une loi contre une drogue, on va protéger. Mais en fait, faut bien penser qu'on libéralise un marché en faisant ça. C'est-à-dire que le marché du produit, il ne répond plus à aucune règle. Et donc, en fait, ça a parfois tendance à empirer le problème qu'à le réguler. C'est notamment pour ça qu'on cherche à légaliser, enfin, en tout cas, on défend la position de légaliser le cannabis. C'est pour établir justement des règles qu'il n'y a plus. Et c'est un peu le paradoxe qu'il y a autour de ça et qui fait que les gens progressistes et les gens un peu plus réfractaires se prennent peu la tête autour de ce sujet. Mais en fait, moi j'ai tendance à penser qu'en légalisant, on va plutôt établir des règles de marché, des règles de travail, parce que effectivement, on a plutôt tendance à libéraliser un marché quand on l'interdit. C'est le capitalisme le plus sauvage poussé à l'extrême sans aucune régulation. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a ces développements des trafics. Je veux dire, c'est interdit de faire la promotion de drogue. Enfin, je veux dire, comment on retrouve pas ces gens ? Comment ils font ne cherchent pas. Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la lutte contre le narcotrafic. Oui. Et c'est quoi la lutte contre... C'est quoi ? C'est les opérations en place nette XXL. On va dans les banlieues, on fait venir des policiers. Alors, en fait, aujourd'hui, il n'y a que 21% de la vente de stupéfiants qui se fait dans les lieux de deal. Donc, tout le reste, c'est sur Internet. Mais si on ne va pas les chercher. Et donc, en fait, on fait des vastes opérations de com sur ces opérations dans les banlieues XXL, alors qu'en fait, les trafiquants, ils sont ailleurs. Wow. Et en fait, les réseaux sociaux, Internet, c'est tellement vaste qu'en fait, pour pouvoir poursuivre l'ensemble des personnes, il n'y a pas les moyens qui sont mis. Et ils sont mis au mauvais endroit. Ils sont mis dans la répression aussi des consommateurs, puisque aujourd'hui, 90% des infractions dans la législation sur les stupéfiants, 90% des infractions, c'est pour usage simple. Donc, c'est le consommateur qui est dans la rue. En plus, c'est toujours les mêmes personnes qu'on va cibler. Il a un joint et donc on va l'arrêter, on va lui donner une amende. Et en fait, tout le reste n'est pas poursuivi. Il n'y a absolument aucun effort qui est fait pour aller vers vraiment la lutte contre les vrais réseaux et ceux vraiment qui se font de l'argent sur le dos des consommateurs. Incroyable. Hein. Et sur le plan législatif, c'est quelle réforme en priorité qui pourrait, que vous défendriez là aujourd'hui actuellement ? Alors, on est sur plusieurs fronts. Ouais. Sur la question de... Justement, on parle beaucoup sur la lutte contre les trafics, la légalisation du cannabis, la dépénalisation aussi pour tous les stupéfiants. Puisqu'en fait, nous, on accompagne des personnes. Ce sont des personnes avant tout, alors qu'au regard de la loi, ils sont considérés comme des délinquants. Donc, c'est pas toujours évident non plus en tant que professionnel de se dire on doit accompagner, on fait de la réduction des risques. C'est demandé par les textes réglementaires. Et pourtant... ils sont considérés comme des délinquants, ils peuvent sortir du XAPA et potentiellement se faire arrêter. Donc, c'est pas normal. Donc, voilà, et de se dire que si on arrivait à avoir cette légalisation, on va sortir aussi on va sortir le marché du cannabis du trafic. Et donc, on va enlever un marché très important aux mains des trafiquants. Et donc, ça, c'est sur la dimension plutôt des drogues illicites. Et puis après, sur le champ des drogues licites, on a sur l'alcool un plaidoyer pour à la fois mieux réglementer la publicité. On travaille beaucoup sur la publicité alcool sur les réseaux sociaux. On voit qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont exposés massivement à cette publicité, alors que quand on a grandi dans les années 90 avec la loi E20, on a été plutôt préservés. C'est vrai. Moi, j'ai pas de souvenir, par exemple, j'ai grandi dans les années 90, j'ai pas de souvenir de publicité pour l'alcool, alors qu'aujourd'hui, quand on fait la demande aux jeunes, ils disent « Ah, mais oui, je les vois, ah oui, tel influenceur, etc. » Donc là, il y a vraiment un sujet...
Aussi, je ne sais plus qui est-ce qui racontait ça, sur le chemin de l'école de son fils, il a croisé... l'autre jour, il y avait quelqu'un qui défendait justement, qui était contre la publicité. Et donc, il a croisé, je ne sais pas, 6 ou 7 panneaux avec de l'alcool. Mais moi, personnellement, qui suis dans la sobriété, parfois, c'est des visions, parce que c'est la publicité, ça donne envie. C'est le verre glacé, le truc. En plus, ça nous fait croire que ça va nous faire du bien et qu'en plus, c'est normal, puisque c'est là, c'est devant vous en énorme dans la rue. C'est très grave. De donner envie de boire dans la rue à des gens le matin, l'après-midi, le soir, sur des chemins d'école. C'est ça. Donc ça, c'est un combat de notre association depuis de nombreuses années. Augmenter le prix de l'alcool aussi, parce qu'en fait, quand on augmente le prix, forcément, notamment sur des populations jeunes ou des populations qui ont une consommation excessive, ils vont boire quand même moins. Ah bon? En tout cas, sur les jeunes, ils vont prendre la mauvaise, les trucs les moins chers, et ça va être encore pire. Le mauvais gin, le mauvais rouge. Pour les jeunes, par exemple, puisqu'ils n'ont pas encore une addiction, si ils ont 10 € et qu'avec 10 €, ils peuvent acheter que des coca. 2 bouteilles, ils vont en acheter que 2, alors que s'ils peuvent en acheter 4, ils vont en acheter 4. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça comme ça. D'accord. Ça, c'est assez... Oui, c'est réduction des risques. Voilà. Et puis après, toutes les questions d'accès, en fait, sur toutes les drogues, on sait que les facteurs de consommation et les leviers pour protéger ce qui marche le mieux, c'est de jouer sur les prix, de jouer sur l'accessibilité des produits. C'est pareil, quand on a des problèmes d'alcool qu'on essaie d'arrêter, on va au supermarché, et en fait, on en trouve partout. On passe par les rayons, on est obligé. Donc forcément, pour les personnes qui essayent d'arrêter... Et puis, on a la caisse derrière, au moment de payer. Il y a une vitrine d'alcool fort. Donc, il faut quand même être hyper... si tu as résisté tous les rayons, à la fin, au moment de payer, si tu es un peu comme ça, au lieu de te prendre le télé 7 jours, tu prends la bouteille de JB, quoi. Ah, mais pour les personnes alcoolodépendantes, l'environnement dans lequel on vit est vraiment pas favorable pour eux, quoi. C'est vraiment toutes les personnes alcoolodépendantes le disent. Et les boissons sans alcool, je trouve qu'on n'a pas assez de choix aussi. Ça, c'est dur, je trouve. Et puis, elles sont très chères aussi. Il n'y a pas beaucoup de choix alternatifs. Non, on l'a expérimenté avec le défi de janvier, justement, où l'idée, c'est un peu de tester d'autres produits. Et en fait... Alors maintenant, pour consommer à la maison, il y a quand même une offre diversifiée, mais dans les bars et les restaurants, en fait, on doit tourner au Perrier citron. Il y a quand même une offre très limitée. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, la majorité des débits de boissons sont fournis par Rayon Boisson. Rayon Boisson, c'est Heineken. Et donc voilà, eux, ils ont beaucoup plus intérêt à vendre des boissons alcoolisées. Aussi parce qu'à partir du moment où les gens boivent, ils consomment. Ils consomment plus. Oui, ils n'arrêtent plus de boire, ils ont faim. Enfin voilà, il y a un moment donné, ça lâche les chiens. C'est sûr que moi, quand je prends un Perrier, je n'ai pas envie d'un deuxième, surtout vu le prix. C'est fou. Et pour ce qui est de tous ces trucs-là dont je suis aujourd'hui dépendante, la cigarette électronique, la puff, surtout dans les tabacs, avec aussi énormément d'endroits où on peut acheter des puffs. Moi, j'avais acheté un jour un truc extrêmement fort avec des choses pas encore interdites, vous savez. Oui. Voilà. Alors là, les puffs, la bonne nouvelle, c'est que depuis la semaine dernière, l'interdiction des puffs est définitivement adoptée, donc ça va disparaître. Mais les industriels du tabac sont très imaginatifs, donc ils vont nous sortir d'autres choses. Qu'est-ce qu'on pense de la IQOS, du tabac chauffé ? Ça, justement, c'est la grande hypocrisie de Philip Morris de faire croire que l'IQOS, c'est une cigarette électronique, alors qu'en fait, on est sur du tabac à chauffer avec des risques qui sont beaucoup plus importants que la cigarette électronique. Nous, par exemple, à Addiction France, on est favorable au vapotage, puisqu'en fait, on voit bien que chez les personnes, ça permet, c'est un vrai outil de sevrage, et que des personnes ne vont pas forcément arriver à arrêter de fumer avec d'autres substituts nicotiniques, et elles vont y arriver avec la cigarette électronique. Donc c'est important de dire que ça doit continuer à exister, ne pas être surtaxé. Donc on ne connaît pas encore les risques de ce vapotage, on n'a pas encore assez d'études. On a quand même, on sait aujourd'hui sur le plan scientifique que ça présente moins de risques que le tabac. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, vous avez un fumeur sur 2 qui va mourir du tabac. Donc face à ces chiffres, en fait, c'est mieux la cigarette électronique, même s'il peut y avoir des risques qui ne sont pas encore aujourd'hui connus, mais ça ne sera jamais comme pour... Un fumeur sur 2 qui va mourir, waouh. C'est énorme. Voilà. Après, il y a 100% des fumeurs qui vont mourir, comme tout le monde. On va tous... Mais qui vont mourir trop tôt, on va dire. Ouais, voilà, il faut dire ça. Trop tôt ou dans de mauvaises conditions, avec une mauvaise fin de vie. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'emphysème, de choses comme ça, où les gens sont assignés à domicile avec des tuyaux. Il y a une notion qui est hyper importante en santé publique, c'est l'espérance de vie en bonne santé. En fait, il ne suffit pas de vivre le plus longtemps possible. En fait, il faut pouvoir vivre et vivre bien le plus longtemps possible. N'ajoutons pas des jours à la vie, mais de la vie aux jours. C'est ça. N'est-ce pas ? Je ne sais pas de qui c'est, mais c'est très bien.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la France a une politique cohérente et efficace sur les addictions ? Ça sert à rien, on l'a déjà vu. Ouais. Hein. J'ai vu sur votre site, donc il y a vraiment énormément de propositions hyper intéressantes. Il y a des formations. Et j'ai écouté le podcast En Substance. Il est canon. Ah, merci. Ah ouais, c'est un super podcast, vraiment. Oui. Et j'aime le titre parce que moi j'aime bien les bons titres, En Substance. Et puis surtout, ça va aider aussi les proches. Enfin, on est sur des sujets extrêmement divers. Et donc je l'ai conseillé à pas mal de gens déjà. Donc vous le faites comment ce podcast ? Quel est son but ? Alors, ça part d'un atelier qui avait été fait au sein de notre centre, qui était d'abord d'écoute de podcasts par les patients, et puis après d'en discuter collectivement ensemble. On s'est aperçu que c'était un média, en tout cas, qui permettait pas mal aux personnes d'échanger, et puis ça permettait aussi de les faire écouter chez eux, tout seuls, et puis de pouvoir un peu réfléchir à ce que ça leur envoyait. Donc ça a cheminé comme ça pendant plusieurs années, puis au bout d'un moment, le succès de l'atelier a fait que les soignants qui s'en occupaient, ainsi que quelques patients, se sont dit, mais pourquoi nous, on ferait pas notre propre podcast avec nos témoignages, et aussi montrer ce qui se passe dans un centre de soins, puisque comme on disait tout à l'heure, parfois c'est un peu nébuleux pour les gens, qu'est-ce qu'ils vont trouver dans un XAPA, et ça peut faire peur. Donc c'était aussi ça donne envie. Une façon de montrer comment ça se passe le soin dans un XAPA. Du coup, parti de ça, de cette idée, on a, comme toute association, on a déposé un projet pour pouvoir avoir des financements, etc. On a trouvé des partenaires, notamment Sylvain, qui est réalisateur de ce podcast, c'est très bien Sylvain Pinault. Ouais. Et ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est qu'il a vraiment été travaillé avec les personnes, concerté. On a fait des réunions avec elles, et pour savoir qu'est-ce qu'elles voulaient mettre en avant. Les thématiques ont été choisies par elles. Donc c'est sympathique de votre part de... Ah bah non, puis j'ai beaucoup aimé le site. Le site est extrêmement bien fait. Puis ça participe aussi de la volonté de notre association de vraiment changer le regard sur les addictions et sur les personnes. Parce qu'en fait, on va avoir tendance un peu à stigmatiser, à penser que c'est toujours l'autre. Et du coup, avec ces parcours de vie, on voit bien que les personnes, elles ont choisi jamais en fait d'être dans l'addiction, que c'est des circonstances aussi qui font. Mais au bout d'un moment, il y a ces centres dans lesquels elles peuvent venir et se faire accompagner, et retrouver de l'humain, de l'estime de soi. Ça permet l'identification, parce qu'en effet, les gens souvent dans le déni se disent c'est le mec du bled, du coin, avec son verre de rouge à 9h, c'est lui l'alcoolique. Tout à fait. Soudainement, il entend des gens qui sont exactement comme lui. Tout à fait. Il faut vraiment percevoir qu'on stigmatise beaucoup les consommateurs et les gens qui sont addicts à des produits. Et notamment l'alcool, ça renvoie effectivement aux clochards qu'on voit dans la rue, etc. Et donc du coup, ce moyen permet aussi de visibiliser la question des addictions. Comme disait Myriam, c'est aussi une question de changer de regard sur les addictions et de permettre à des gens de se débloquer par rapport à des stigmatisations qui sont fortes dans la société. C'est ce qu'on fait ici, parce que même moi, quand je dis autour de moi, je suis alcoolique, cocaïnomane, on me dit non, tu étais. Je dis d'abord non, je le suis. Est-ce que j'ai une tête d'alcoolique ? Peut-être que je serais j'aurais peut-être un visage peut-être moins, j'en sais rien, sûrement que je serais mieux si j'avais pas eu 20 ans de conso. Mais je veux dire, quand on me voit, on se dit pas au premier abord, c'est une alcoolique. C'est important de continuer à le dire, même si on me dit mais non, arrête de... Je suis alcoolique, si je bois un verre, je bois 3 bouteilles. Donc je suis alcoolique. Voilà. Oui, puis je pense qu'aussi, moi j'ai appris beaucoup de choses en arrivant à Addiction France. Justement, moi j'ai changé de regard. Parce que par exemple, les consommateurs d'opiacés, forcément, c'était des gens qui étaient très marginalisés à la rue. Et en fait, on apprend aussi que y a des gens qui crack, c'est ça ? Ouais, mais il y a des gens qui travaillent et qui vont consommer ces produits et qui vont avoir une vie quasi normale. Et en fait, ce qui va les mettre le plus en difficulté, c'est le fait que le produit, l'accès soit compliqué, que du coup, il puisse être mis en porte-à-faux avec ce produit. Voilà, mais pourtant, ils vont être pas encore complètement désinsérés de la société. Et ça, c'est quelque chose. C'est pas du tout l'image que je pouvais en avoir avant d'arriver dans l'association. J'ai rencontré des gens, mais pas ici dans ce podcast, justement, parce que c'est très, justement, encore tabou pour ces gens-là. Des gens qui m'ont parlé vraiment dans l'intimité, qui ont des boulots incroyables. Pour moi, héroïnomane, tu piquais du nez, ça coulait noir, marron. Moi, j'avais quelqu'un proche qui était héroïnomane. J'avais une vision un peu horrible. Et là, cette personne-là, elle a un super job. Elle travaille tous les jours. Elle faillit jamais à ses obligations de mère ou de professionnel, et elle consomme de l'héroïne tous les jours. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais en tout cas que ça existe et que du coup mais c'est elle souffre. Attention, je ne dis pas qu'elle va très bien, mais elle peut pas en parler parce que personne comprendrait.
Et il y en a beaucoup. Et il y a aussi tout ce qui est substitution. Énormément de gens qui n'ont jamais réussi à arrêter la substitution. Ça fait 20 ans qu'ils sont sous méthadone. Et ça aussi, ils ont du mal à le dire parce qu'ils seraient stigmatisés aussi. Oui, c'est ça, c'est un problème. Parce que du coup, il y en a beaucoup qui disent, par exemple, quand on est diabétique, on doit prendre de l'insuline. Et aujourd'hui, c'est des personnes qui ne peuvent plus se passer de la méthadone. Et pourtant, elles ont honte de le dire. Alors que peut-être que si elles étaient diabétiques, elles le diraient. Il n'y aurait pas de problème. Mais en fait, le regard de l'autre est tellement plein de jugements. Donc, c'est compliqué de le dire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Parce que, encore une fois, ça éloigne les personnes du soin parce qu'elles vont avoir du mal à en parler. Et ça va retarder le jour où on se dit, tiens, je vais quand même aller taper à la porte d'un XAPA pour traiter ce problème. J'ai une dernière question et après, si vous avez des choses que je n'ai pas évoquées, peut-être, sûrement. Moi, je suis très, très portée sur les thérapies assistées par psychédéliques. Je voulais savoir quelle était votre position sur les thérapies assistées par psilocybine. Elles sont étudiées sérieusement quand même aujourd'hui en addictologie. Quel regard vous portez sur ces recherches et leur potentiel ? Est-ce qu'on a une position officielle ? Je ne sais pas. Non, alors en fait, tout le travail de recherche, il est important. Je sais que donc nous, on est une association de professionnels et on a aussi au niveau de notre conseil d'administration un certain nombre de médecins. Et donc certains font de la recherche sur les psychédéliques. Après, effectivement, on a une approche basée sur la science. Donc c'est important de pouvoir faire de la recherche. Et à partir du moment où cette approche sera validée scientifiquement, évidemment, on sera favorable à ce qu'elle puisse être mise en œuvre. Au moins donner les moyens de faire des études. C'est ça. Et on avait bien vu, même sur le cannabis thérapeutique, que c'est pas évident de travailler sur le cannabis thérapeutique. Donc il faut encore une fois changer leur regard pour se dire que tout ce qui est bon à prendre, il faut essayer. Mais c'est quand même une discipline hyper récente, la dictologie, donc on peut pas penser qu'on sait tout aujourd'hui. De toute façon, peut-être qu'on va faire des erreurs, on va croire que la thérapie assistée par psychédélique est géniale, et peut-être dans 20 ans, on dira que non. Mais en attendant, vous êtes aussi soutenu par la MILDK. Oui. Donc la MILDK est favorable, en tout cas, aux recherches. Oui, tout à fait. Après, faut bien comprendre que le sevrage, il est souvent assisté d'un produit. Donc, mais ça dure un temps. Les psychédéliques, ça a un potentiel addictif très faible, en fait. Ça n'en a pas, même. Ça n'en a quasiment pas. Et puis aussi, il n'y a pas de dose létale. Historiquement, on sait aussi que c'est une drogue qui a été mise sous le coup de la loi de 70 parce qu'on a été une période où le LSD... Déjà, le terme drogue, aujourd'hui, on essaye de faire passer ça différemment parce que ça peut être une médecine dans plein de pays. Par exemple, les opiacés, vous avez plein de médicaments à base d'opiacés. Après, vous avez la substance illicite qui est l'héroïne. Hier, j'avais quelqu'un qui avait mal à l'oreille, il prend de la poudre d'opium. J'ai dit, waouh, génial! C'est légal et tout, trop bien. Faut qu'il fasse attention quand même. Non, mais franchement, c'est complètement fou. Là, on a reçu Antonin Blanc, qui est journaliste chez Combini, qui a été sur place, qui a fait un reportage sur la première étude des thérapies assistées par psilocybine au CHU de Nîmes. Oui. Et donc, on a reçu lui et le patient. Et c'est extraordinaire parce que le gars, Jean, avait fait 22 cures. Je crois qu'il sort, il rechute. Il a fait 2 séances de 6 heures sous psilocybine assisté par des médecins. Il est resté quand même 6 semaines dans le centre. Il n'a jamais plus pensé à boire depuis 1 an et demi. Mais même pas pensé. Il dit, je ne vois pas pourquoi j'irais vers ça. En fait, c'est la repousse neuronale. C'est ça qui est assez hallucinant. C'est qu'en fait, le cheminement de pensée est totalement inversé. En tout cas, il se passe autre chose. On n'a plus ce truc-là de dire, je vais comme si, ou je ressens ça, je vais faire ça. Il se passe autre chose. Puis il y a un éveil. Donc c'est sûr que l'éveil que ça induit, je pense que c'est des drogues antéogènes. Moi, je prône beaucoup, dans le sens où s'il y a un éveil, quelque part, on n'a plus envie de se rétrécir la conscience avec de l'alcool ou de la cocaïne, qui sont des drogues qui autocentrent et qui détruisent, quoi. En tout cas, le développement de toute stratégie thérapeutique qui peut faciliter le fait que les gens se libèrent de leur addiction, on en est bien sûr favorable. Après, effectivement, il faut que ce soit prouvé scientifiquement. Il faut aussi en voir à la fois les avantages et les méfaits, voir quel pourcentage de réussite ça induit dans le parcours thérapeutique des personnes. Donc, ça vaut le coup d'aller chercher quand même. Ça vaut toujours le coup d'essayer. C'est tellement une maladie. Aujourd'hui, les gens meurent surtout de l'alcool et du tabac.
Ah bah oui, c'est les 2 premières causes de mortalité évitable. Donc c'est sûr que... Et c'est pas que les personnes alcooliques qui vont mourir de l'alcool. Non. Autant sur le tabac, en fait, il y a quand même, je crois qu'il y a que 10% des personnes qui ne deviennent pas addictes à la nicotine, parce que c'est la nicotine qui rend addict. Ouais. Sur l'alcool, on n'est pas sur ces niveaux-là, mais en fait, même à avoir une consommation importante d'alcool sans pour autant être dans l'alcoolisme, ça va être à l'origine de maladies, de cancers, de maladies cardiovasculaires. C'est quoi aujourd'hui les recommandations déjà ? C'est pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Avec une pause de 2 jours dans la semaine. Quoi. Avec, voilà. Et de se dire, ça, c'est des repères à moindre risque. Si on veut prendre 0 risque, il ne faut pas boire, en fait. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Donc, voilà, si on veut faire attention, très attention, parce que des fois, on veut contrôler sa consommation, on ne va pas mettre de déodorant. Et par contre, on va boire de l'alcool sans savoir que ça aussi, c'est un cancérigène avec un facteur qui est plus important que les perturbateurs endocriniens. Bien sûr. Ça, c'est important que les gens soient au courant. Après, les incohérences, ça fait partie de l'être humain. Hein. Moi, je finis mon yoga, je m'allume une clope. Hein. Non, mais c'est fou. On a peur de ça. Oui. C'est-à-dire que le yoga, pour moi, c'est vital. Mais je vais fumer une cigarette derrière. C'est complètement fou. Après, c'est vrai que l'alcool a un impact sociétal particulier, plus fort aussi pour, comme disait Myriam, l'entourage des personnes. On le voit bien sur le plan des risques de la conduite, on le voit sur comment les violences intrafamiliales, les violences conjugales. On voit souvent quand même que l'alcool est un facteur de risque dans tous ces phénomènes qui est important. Ça fait des victimes au-delà des personnes alcoolo-dépendantes elles-mêmes. Là, vous voyez la personne qui va arriver après vous, qui a créé l'association Les Veilleuses pour les victimes conjugales, qui a fait un très beau documentaire sur Canal+, qui s'appelle Vivante, qui parle des 125 femmes mortes l'année passée. Et puis, évidemment, la conso fait partie non seulement d'un engrenage chez ces personnes-là violentes, mais aussi chez les victimes qui sont bien obligées. Effectivement, oui, on peut aussi recevoir et on reçoit des familles, des proches qui se posent des questions sur la manière, on va dire, d'accompagner au mieux soit leurs enfants, soit leurs parents, etc. Et c'est vraiment que c'est un levier aussi. Il faut vraiment se saisir aussi de l'accueil et de l'accompagnement de ces personnes qui se mobilisent auprès de la personne dépendante pour essayer qu'elle s'en sorte. Et ça, c'est important et c'est un travail qu'effectivement on mène avec les familles. Merveilleux. Eh bien, écoutez, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous encourage à visiter le site du Podcaston, www.podcaston.org, pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Addiction France. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org. Très facilement, on compte sur vous. Et merci pour votre fidélité. Merci Pierre-Olivier, merci Myriam. Inversement, parce que merci Myriam, Pierre-Olivier. Merci à vous. Et c'était très intéressant. Et je pense que plus on va faire connaître des solutions à l'entourage, aux addicts, plus on va déstigmatiser l'addict et le dépendant, plus on va pouvoir les soigner. Donc c'est merveilleux. Merci à vous. Merci beaucoup. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeca anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.